Bonsoir à tout le monde. On attend quelques minutes que tout le monde arrive. Tout le monde, peut-être pas au départ, mais ça sera en route. Moi, je suis Hilaria, enchantée, contente de nous retrouver. Et je commence par vous remercier de votre présence. Il y a beaucoup du monde qui se joint ce soir pour cette conférence et je suis touchée par le fait qu'elle soit un thème qui tient à l'évidence à cœur à beaucoup de personnes. Merci aussi pour avoir pris le temps de répondre au questionnaire. Il y était beaucoup de réponses, beaucoup de notes. C'était riche et ça a aidé à dessiner un peu le parcours que j'aurais envie de faire avec vous et en même temps, sans doute, que ça prendra le chemin qui ça s'invite dans ce moment. Pour qui ne me connaît pas, donc moi je suis Hilaria, italienne d'origine, donc soyez patient si je vais à personnaliser un peu le français pendant la conférence, mais généralement on me comprend assez bien. Et je suis une thérapeute holistique, je dirais, c'est toujours compliqué pour moi de trouver vraiment une définition de ce que je fais. J'anime des espaces, voilà, je facilite des moments de reconnexion à soi et à l'autre, à soi, à son humanité et au subtil, voilà. Donc, pour soi, j'entends le plus de niveaux possibles, rejoignables. Ce soir, on va parler du cacao. Et on va parler de la médecine du cacao, on commence par comment moi j'ai rencontré cette plante, quel rôle elle a joué dans ma vie et dans mes accompagnements, quel impact ça j'ai pu observer au fil de presque 7 ans d'accompagnement avec le cacao, quel accompagnement en fait peut se tisser et quel est l'impact sous cet cheminement qui est l'ouverture du cœur et l'ouverture de la conscience qui nous sommes en train de cheminer, je pense, tous, consciemment ou pas. Et je commence par là, donc, par la rencontre avec le cacao, en soulignant que c'est une conférence qui s'adresse autant aux accompagnants qu'à les personnes qui n'accompagnent pas ou qui n'accompagnent pas encore. C'est une conférence qui veut explorer comment pouvoir intégrer de façon un peu plus consciente, compétente, avec plus de connaissances, cette pratique et cette présence dans notre vie, comment elle peut soutenir notre chemin et certainement s'adresse aussi à qui a sans l'élan d'accompagner des autres avec elle. Donc, on commence par explorer ça. Je serai assez vite sur certaines parties et après on rentre dans le cœur de la question qui est vraiment la médecine du cacao et on aura un temps dans une deuxième partie de la conférence pour répondre à vos questions. J'ai pris note de certaines questions récurrentes que j'ai pensé vraiment précieux pour nous tous d'explorer. Et il y aura aussi la présentation de la formation qui démarre le 10 juin en présentiel et en ligne. Et ça sera la dernière partie. Avant, on voyage dans un contenu qui vise à enrichir l'expérience de chacun de vous. Donc, j'ai connu le cacao, je disais, il y a 7 ans et demi, dans un moment clé de mon existence. J'étais dans un profond chagrin d'amour, peut-être le plus fort jamais rencontré. Et c'était un peu par hasard que je me suis retrouvée en cérémonie du cacao. Je n'avais vraiment pas trop de lien avec le chamanisme non plus à l'époque. La connexion à la nature, ça oui, ça c'était très présent dans ma vie déjà depuis un bon moment avec une relation très intime
avec le subtil dans la nature, mais je ne l'appelais pas chamanisme. Je n'avais pas exploré cette voie, voire ça ne m'intéressait pas grand-chose, parce que pour moi, c'était trop dense comme voix. Même le son du tambour me dérangeait. Ma spiritualité, par contre, était déjà très présente. Donc, elle a commencé à peu près il y a 22, 23 ans. Avec un événement, quelqu'un m'a posé la question de si j'ai eu des expériences d'ouverture du cœur en vain en parler. Donc la spiritualité, pour moi, jusqu'à ce moment, était plutôt une quête vers le haut, chercher le subtil dans une sorte de mouvement de transcendance de la matière et aussi de la densité de l'humain que j'étais. Et la densité aussi d'une histoire, hein, mon histoire personnelle, et, comme l'histoire personnelle de beaucoup d'humains, était aussi dense. Et pour moi, du coup, la spiritualité était plutôt un cheminement d'ascension, voilà, de la densité pour rejoindre des lieux plus clairement sereins et subtils et non physiques. Donc la rencontre avec le cacao dans ce moment de chagrin intense m'a ramené, malgré moi, en quelque part, à la rencontre de l'humain que j'étais. Donc, je vivais une sorte de séparation et je pense de ne pas être la seule. Je pense que c'est assez commun d'avoir la tendance à se polariser entre ombre et lumière, entre le divin, le sacré et l'humain, le prosaïque, le dense, le problématique. Et cette rencontre avec la plante, je dirais, qu'a opéré exactement cette raccourci, cette réconciliation entre des dimensions, que c'est clairement toujours en chemin, et je pense que peut-être même le chemin même des humains consiste en ça. Donc, à la première cérémonie du cacao, je me suis retrouvée à avoir accès en fait à des émotions que j'essayais voilà, comme je disais, hein, de transcender par beaucoup d'approches spirituelles différentes et variées, parce que pour moi, c'est là l'outil. Aurait pu être un autre. Donc, particulièrement par la pensée positive, me focaliser sur le positif, etc. Et j'employais vraiment beaucoup d'énergie dans cette démarche. Et en quelque part, bah, la vie et un moment donc de rencontre plus intime avec moi, facilité par la plante, m'a ramené à ressentir à nouveau. Donc là, je dirais qu'on rentre déjà dans le thème de la médecine du cacao. On parle du cacao comme de la médecine pour l'ouverture du cœur. Euh, dans ces années d'accompagnement, moi, je dirais que pour là où j'en suis, tout ce que je partage, hein, à l'évidence, entre parenthèses, tout ce que je partage, ça reste que ma perspective des choses et elle bouge aussi avec le temps. Donc, qui voit la conférence d'il y a 3 ans, certainement, il entend des choses différentes. Et ça, pour moi, est aussi la beauté du cheminement. Et le cacao se prête grandement à cette souplesse, à cet devenir, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans loyauté à aucune tradition spécifique ni aucun protocole spécifique. Donc, elle nous renvoie à nous, à notre responsabilité, à notre spécificité, et on verra plus tard au fil de la conférence de qu'est-ce que j'entends par là. Donc, la médecine du cacao est associée avec cet voyage collectif qu'on parcourt, qui est l'ouverture du cœur. Donc, pour ouverture du cœur, on peut entendre beaucoup de choses différentes. Et pour moi, l'ouverture du cœur n'est pas un état particulier. C'est-à-dire, je n'associe pas à aucun état émotionnel spécifique le cœur qui s'ouvre et qui vibre. Je crois que soit plutôt la capacité d'étreindre ou de permettre tous les états d'être qui peuvent composer l'arc-en-ciel qu'est l'expérience d'être humain.
Je pense qu'en fait, l'ouverture du cœur va plus dans la direction d'une inclusivité euh, large, plutôt que dans une polarisation d'un certain état particulier. Donc, en ça, le cacao est un allié pour moi majestueuse. Sans doute, ça a été extrêmement précieuse parce que elle nous aide à revenir dans le corps. Et une plante et un fruit de la terre. Donc, on ne parle pas que de la dimension subtile. On est dans la matière, on est dans la création. Et l'effet qu'elle produit est exactement celui-là, la sensation de descendre d'un écran dans le corps. L'avoir comme aussi la tendance à cette transcendance qui est généralement issue de nos blessures, hein, qui a une volonté de fuir certaines dimensions de nous-mêmes. Cette tendance à la transcendance rencontre une invitation à rencontrer la matière, à commencer par notre humanité. Et donc, les voyages avec le cacao sont plus de l'ordre de rencontre sincère avec soi et particulièrement sont un soutien à aller à inclure dans notre conscience et donc aussi dans notre expérience les zones de nous qu'on a eu plus du mal en fait à intégrer, à accepter, à incarner, à ressentir, etc. Je pense que vraiment collectivement, c'est pas par hasard pour moi que le cacao connaît une diffusion si importante en ce moment. Le cacao, comme les plantes en général, plantes dites enseignantes. Après, le cacao, il fait partie d'une certaine famille spécifique, et ce sont les entéogènes, qui provoquent en douceur, parce que le cacao n'est pas un hallucinogène, mais il provoque un élargissement, on va dire, de la conscience pour faciliter, c'est ma perspective, l'expérience de notre nature profonde. Et l'obstacle qu'on rencontre dans cette direction n'est pas autant accepter notre lumière, est plutôt pouvoir dépasser la séparation intérieure qu'on a créée entre bien et mal, entre ce qui est divin et ce qui ne l'est pas, et généralement ça donc est l'humain, le négatif et le positif. Et en fait, c'est ça la reliance de ce qui est séparé, de ce qui est perçu comme séparé. Et quand on parle d'unité, moi je pense qu'effectivement on va en direction de cette reliance. On a un désir de faire l'expérience de réunion de ce qui a été perçu comme séparé. Donc quand on s'imagine le cacao comme un voyage nécessairement dans la légèreté, dans l'allégresse, pour moi, on est dans une tendance que je pense on a tous traversé, en tout cas moi grandement, qui est plutôt une sorte de déni spirituel, donc qui peut aussi se nourrir hein, de beaucoup de concepts spirituels et qui n'a rien du mal inhéremment, c'est juste qu'il nous maintient là où nous sommes. Et si nous sommes animés, je crois soit le cas, si on se retrouve un lundi soir à discuter d'une plante enseignante, si on est animé par cet désir ardent de faire l'expérience de tout ce que nous sommes, bah, identifier les obstacles devient précieux. Parce qu'autrement, on peut rester dans une sorte d'illusion et avoir beaucoup de concepts spirituellement corrects et pourtant ne pas avoir accès à une expérience. Et là, on cherche plutôt l'expérience. Donc, réintégrer les densités, on va dire, pour se comprendre, bah, dit autrement, pour moi, c'est les traces des blessures du passé, entre autres, est un passage obligé pour l'expérience de cet élargissement de notre capacité d'amour. Pour moi, en fait,
à aimer, on va dire, et après on peut remplir ce mot de autant de significats que d'être humain, je crois. Et pour moi, à aimer, c'est ce qui, c'est en fait l'expérience de notre nature divine, c'est-à-dire le concept, on peut l'avoir, l'expérience est l'expérience de l'amour, donc du ressentir de l'amour. Par contre, puisqu'on a un héritage quand même religieux fort, même qui n'était pas vraiment adhérente à aucune religion, on peut avoir la tendance à vouloir courir les étapes et à essayer de forcer un état d'être pour rejoindre l'idéal. Donc, si on associe l'amour à bienvoyance, acceptation de l'autre, un état assez de calme, de paix, en fait, on peut se retrouver à chaque fois qu'on soit rencontre quelque chose qui ne répond pas à cet idéal, on peut même renforcer la séparation en le déléguant dans la case de ce qu'il faudrait pas que je sois, ou qu'il faudrait pas que ça existe. Et du coup, on restreint cette expérience d'amour à ce qu'on croit être aimable. Et on exclut ce qu'on croit ne pas l'être. OK? Et donc, elle est le cœur de la séparation. Cette illusion qu'il y a quelque chose qui est le divin et quelque chose qui ne l'est pas. Or, à nouveau, le concept en là, comment on traduit ça en expérience, là, le cacao devient un allié euh, euh, précieuse. Parce que en facilitant la reconnexion au corps, elle nous met face à nos émotions et à la réalité du vivant tel qu'il est à l'intérieur de nous. Donc, une chose est croire de ressentir que, et une chose est le ressenti réel, vivant, présent dans l'instant. Et cette rencontre directe et sincère, ça se passe par le corps. Si je suis ailleurs qu'ici et maintenant, si je suis ailleurs que dans mon corps, bah, je passe à côté de la réalité du vivant qui me traverse. OK? Donc, première étape, le cacao accompagne à habiter le corps davantage. Donc, deuxième étape, à rencontrer nos émotions. Toute l'arc-en-ciel des émotions. La vérité du vivant telle qu'elle est à l'intérieur de nous. Rencontrer, ça veut bien dire ressentir. Ça ne veut pas dire conceptualiser. Ça veut dire se laisser traverser par une expérience. Voilà. Et ça, c'est pour moi le passage qui mène après aussi à une possibilité réelle de rencontre avec un autre. On cherche, on a soif, je pense, et peut-être plus que jamais, parce qu'on s'est beaucoup isolé, chacun dans son microcosme, on a soif d'intimité. Intimité dans le sens de connexion assez à nu, se laisser voir par un autre, se laisser toucher va avec par un autre. Et en fait, pour moi, cette intimité s'accompagne à une disponibilité à l'intimité avec soi. Euh, je ne sais pas, j'aimerais qu'on pouvait être interactive dans la discussion, j'adorerais ça. Mais voilà, je vous parle comme si c'était le cas. Disons que je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire l'expérience de le rejet, même si pas dit, même pas déclaré, de l'état intérieur d'un autre, parce que ça renvoie à une dimension de nous, en fait, qu'on ne voudrait pas que ça existe. Par exemple, moi, pour longtemps, cette phase super positive, l'accrochage au positif dont je parlais avant d'arriver à la rencontre avec le cacao, dans cette phase, moi, je ne supportais pas d'être en présence de la tristesse. Clairement, c'est car je ne supportais pas d'être en présence avec la mienne de tristesse. Par des autres phases, et après tout ça, ça s'entremêle plusieurs fois pendant ma journée, hein, c'est pas tout résolu. Par des autres moments, c'est la colère. Et je ne supporte pas ça. Ou alors, par des autres moments, est là, j'espère de ne pas rater le mot en français, la plainte. Donc, les victimes.
les personnes qui se plaignent, qui sont... Donc, en fait, si je ne peux pas rencontrer à quoi l'autre de moi me renvoie, je ne peux pas rester en présence de l'autre non plus. Et donc, si je suis dans cette disponibilité de rencontre un peu plus inclusif, pour ne pas utiliser un conditionnel, parce qu'on l'a entendu dans tous les sens, hein, un peu plus inclusif avec moi, si je suis dans cette disponibilité à l'inclusivité, et petit à petit, j'apprends du coup à rester en présence de ce qui me traverse, je vais faire le don, ça va avec, à l'autre de cette même disponibilité à la rencontre, plus inclusif, plus vaste de tout ce qu'il est. Donc, c'est une grande aspiration, hein. Clairement, tout ça, c'est pas une baguette magique, c'est un cheminement. Et cheminer avec un compagnon du voyage comme le cacao, pour moi, a été euh, extrêmement agréable et riche. On va donc dans la relation entre le cacao et les traditions. C'est une question aussi qui a été posée. Est-ce que, du coup, pour explorer avec le cacao, nécessairement, il faut avoir des connaissances chamaniques? De mon point de vue, non. Je crois que cette capacité de connecter, par exemple, la présence du subtil en se baladant en forêt ou ouais, à côté de rivières, face à la mer. Je pense qu'elle est innée, hein, est inhérente chez les êtres humains. On n'a pas besoin de faire des études pour cela. Le cacao est libre des traditions. Cela veut dire que il n'y a pas une initiation qui nous donne en quelque part la légitimité de l'exploration avec elle, ce qui est fort responsabilisant, hein, aussi. En même temps, clairement, de mon point de vue, ça demande une intégrité et une sincérité de quête et de cheminement qui est remise complètement à nous. C'est-à-dire quand être, s'inscrire en quelque part avec sa pratique dans une tradition ou même dans une voie spirituelle. Là, on parle du chamanisme tout court. C'est à la fois, ça peut être à la fois enfermissant, enfermant, et ça peut être aussi légitimisant. C'est-à-dire, on peut poser sous ça une légitimité qui autrement on pourrait sentir un peu instable. C'est plus délicat de la poser directement ce soir. Et sous sa propre façon de pratiquer quelque chose qui se construit à fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas ce protocole que je n'ai qu'à reproduire, que j'ai qu'à apprendre et à explorer, mais qui est validé, voilà, par les traditions. Là, on parle d'une exploration directe et libre. Et dans ce sens, pour moi, est fort responsabilisant. Parce que si on est dans une certaine sincérité, on connaît combien on peut avoir des zones aveugles dans la relation à toute chose. Et on sait aussi qu'on vient quand même dans une prospective de l'autorité placée à l'extérieur. Donc, la reconnaître et la réintégrer en soi, ça peut être aussi effrayant. En même temps, à mon avis, inévitablement, on va vers là. C'est-à-dire que je crois que la vie collectivement nous invite à nous relier à notre spécificité, à notre individualité et petit à petit à lui faire confiance. Donc ça, clairement, ça se joue dans la relation au cacao. Ne pas avoir un protocole sur lequel s'asseoir et se sécuriser,
Ça veut dire que on doit être très, très présent et très, très sincère dans notre posture dans cette relation. Le cacao est une relation qu'on tisse. Nous sommes des êtres relationnels, donc nous sommes en relation tout le temps, hein, à toute chose. On peut être en relation en tradition, on peut être en relation directe avec une plante, avec un être, avec un enseignant. Donc, comme toute relation, il y a une série de pièges euh, possibles qui ne sont pas finalement tels dans le sens qu'on apprend à travers. Mais quand même, une être conscient, ça peut aussi raccourcir un petit peu le chemin. Un des pièges de la relation aux plantes, mais je dirais comme à tout le reste, est la délégation. Donc, dans les traditions chamaniques, on peut entendre souvent que les esprits qu'on invoque, des esprits des animaux, des esprits des plantes, sont les savants. Donc, ils sont des guides qui savent mieux que nous dans quelle direction aller, de quoi j'ai besoin, etc. Bah, c'est pas ma vision des choses du tout, et c'est pas effectivement ça que du coup je transmets. Pour moi, c'est là une forme subtile, c'est-à-dire que moi je crois que la rencontre à toute chose et aussi donc à une plante nous renvoie en fait à nous-mêmes. Si j'ai la tendance à ne pas assumer ma propre autorité intérieure, à ne pas reconnaître que la guidance que je cherche, c'est à l'intérieur de moi, qu'il y a une sagesse que je peux petit à petit apprendre à écouter. J'aurai la tendance aussi à placer cette guidance, cette sagesse, dans quiconque et quoi qu'il soit à l'extérieur de moi. Et moi, j'aime plutôt l'idée d'une relation où on reste chacun dans son axe. Et, et que du coup, dans la rencontre avec quelque chose, on peut tirer une possibilité de connaissance de soi plus profonde, une prise de conscience de certaines dynamiques qu'on met en place. Et pourtant, ça n'est jamais l'autre et non plus le cacao à, à être l'autorité dans le lien que je tisse avec. Donc, cela veut dire que euh, la relation avec la plante, elle va nous montrer plein de choses de nous. Et la relation qu'on vivra avec la plante dépend de nous, de notre posture, de notre intention, de notre ouverture aux fermetures, de notre capacité d'écoute ou alors notre tendance, moi la première, au perchage et donc à se séparer du réel pour rejoindre des univers ailleurs, on va dire. On peut vivre une relation au cacao de dépendance, bien qu'il n'y ait rien dans la plante de inhéremment aucun composant addictif. Pourtant, on peut tisser une relation de dépendance à tous êtres et à toutes choses, même à des lieux, même à des mantras, même à des pratiques de toutes sortes, à des enseignements de toutes sortes, à des enseignants de toutes sortes, etc. Donc, être conscient que nous sommes responsables de la qualité de relation que nous allons tisser avec cette plante et que cette relation, elle va être déterminée non pas par elle, mais par nous. Je trouve ça fondamental et même pouvoir donc transmettre à des futurs accompagnants avec la conscience que ça va se reproduire dans les accompagnements. Donc des personnes, elles peuvent venir pour être accompagnées avec le cacao, en reproduisant ces mêmes pièges. Et c'est vraiment important pour moi de me sentir dans mon intégrité en transmettant, que soit exploré et même, je dirais, assez profondément. Donc, par exemple, quand on parle
du cacao comme une plante qui a le pouvoir de ouvrir le cœur, je mets un bémol là. C'est-à-dire que le potentiel est là comme il est dans toute chose, cette potentiel. Je peux faire une expérience d'ouverture du cœur face à quoi qu'il soit. La plante, elle ne pourra pas décider pour moi de ma destinée. La plante, elle va pas guérir pour moi quoi qu'il soit. La plante, elle va pas nettoyer pour moi quoi qu'il soit. C'est moi, dans ma position responsabilisée et dans mon autorité intérieure, en relation avec elle, que je peux produire l'expérience que j'ai choisi de produire. Et ça va pas à l'inverse. Et voilà, pour moi, c'est important. Certes, qu'il y a une position optimale pour rencontrer la plante et d'être dans un état de donc présence. Et la plante facilite pour cette capacité que je disais, pour cette potentiel qu'elle amène de incarner notre corps davantage, de nous mettre en connexion avec notre physicité. Elle, certainement, elle facilite un état de présence à l'instant, mais notre choix après reste le nôtre, de quoi faire de cette potentiel qui se présente dans la rencontre. Euh, la, donc, cette qualité de relation est vraiment ça hein, qui est le fondamental d'apprendre et ça s'apprend à fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est finalement, c'est notre posture relationnelle, celle que nous incarnons déjà dans plein d'autres relations. Mais la collaboration avec le cacao, il peut être donc un terrain pour amener la conscience là, pour réajuster, rediriger, réintégrer l'autorité intérieure, pouvoir apprendre une autre forme de relation aussi à quelque chose comme l'esprit d'une plante précieuse. Voilà, ça peut être une occasion précieuse. Donc, vous voyez, ça s'inscrit pas en fait dans les traditions. Et ce que j'aime là-dedans est que je crois que si pour longtemps la transmission du savoir ancestral était confinée, c'est peut-être pas le bon mot, il n'y a rien de l'ordre du jugement dans le verbe que je vais utiliser, était seulement pour, on va dire, des élus, des descendants, ça se transmettait de descendance en descendance. Aujourd'hui, l'accès à une communication plus subtile, on va dire, ou une ouverture de nos perceptions est démocratisée, c'est-à-dire est pour tout le monde, est accessible à tout le monde. Or, par contre, de mon point de vue, je voudrais souligner aussi que cela ne veut pas dire que donc j'ai rien besoin de savoir et un, deux, trois, je suis prêt pour animer une cérémonie avec le cacao pour deux autres. Alors rien n'exclut dans cet univers du tout possible. Par contre, c'est vrai aussi que j'observe. Quand j'ai commencé les cérémonies du cacao il y a 7 ans, il n'y en avait pas de ma connaissance ici, à Paris. Moi, j'habite à Paris, mais je soupçonne en France. Aujourd'hui, vous voyez bien, ça suffit faire un tour sur Facebook pour voir qu'il y a au moins 4-5 cérémonies par semaine hein, dans une ville comme Paris, au moins. Donc, cette diffusion exponentielle, si d'un côté, donc, j'aime beaucoup le fait qu'il soit pas réservé aux élus, mais qu'en fait, aujourd'hui, on est prêts tous à reconnaître cette possibilité de lien direct avec tellement de choses. L'inverse de la médaille, pour moi, c'est que on peut avoir une tendance à la superficialité. Et, euh, et pour quelques raisons, cette plante comme des autres, la relation avec elle a vraiment tellement nourri ma vie que je tiens quand même, ça me tient à cœur de souligner que c'est un risque possible. Je crois que nous tous, et je m'y mets vraiment dedans, nous vivons dans une époque pendant laquelle, en 3 secondes, ce que je désire à l'autre bout du monde, je peux le trouver sur Internet. Donc, l'idée
du processus pour arriver à est pratiquement effacé par la digitalisation. Et nous sommes, voilà, nous avons grandi là-dedans. Donc, c'est vrai que l'idée de l'artisanat, du coup, de développer une connaissance, une compétence dédiée, temps et énergie, attention et passion à quelque chose, euh, hum, c'est un peu perdu collectivement. Pas pour tout le monde, heureusement, mais je trouve que ça, c'est pour qui travaille dans l'accompagnement de l'être humain, effectivement, je trouve ça important. Euh, donc, pas parce que le potentiel d'une connexion tout de suite ouverte ou d'une capacité de décoder les messages à travers laquelle l'expérience de la relation avec elle s'exprime. Pas parce que tout ça ne puisse pas être immédiat. Je te à dire, dans le tout possible, oui. Et en même temps, c'est vrai qu'il existe tellement de improvisation aujourd'hui que je trouve récupérer un petit peu de cet artisanat, de cette patience et progression dans le développement d'une compétence, c'est quand même précieux. Parce qu'en plus, l'être humain est pas mal complexe et je crois que accompagner l'être humain, bah quand même, ça demande une envie d'une plongée verticale dans les profondeurs. Donc, c'est là, entre-temps, vous voyez, je réponds à des questions hein, qui m'ont été posées dans les questionnaires. Donc, ça va être ça tout au fil et après, il y aura un temps. Donc, il était justement quelqu'un qui me demandait est-il nécessaire de se former pour accompagner avec le cacao ou non, à ton avis? Et ben voilà, moi j'ai eu une double réponse comme souvent dans ma vie, je dirais oui et non. Donc voilà, et je viens tout juste d'expliquer le pourquoi. Alors, le langage des plantes. On m'a aussi demandé est-ce que tout le monde peut donc communiquer avec, voilà, la dimension subtile d'une plante. Qu'est-ce que ça veut dire déjà communiquer avec la dimension subtile d'une plante? Pour le rendre vraiment simple et accessible à tout le monde, chose qui me tient de plus en plus à cœur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends quand on fait un voyage avec le cacao en solo, dans sa méditation du matin, ou bien en groupe, en cérémonie, ou voilà, dans un contexte de groupe. On va vivre une expérience pas forcément si linéaire. Donc, on peut arriver avec une intention. Moi, en tout cas, ma façon est de demander d'en avoir une, en étant conscient que parfois on a une intention dont on est conscient et une autre dont on n'est pas conscient, et que celle-là est plutôt celle qui va agir pendant l'expérience du voyage. Donc, dans le moment qu'on part en exploration, il peut y être donc des émotions qu'on se rend compte d'avoir et qu'on ne savait absolument pas qui étaient là, qui n'ont apparemment rien à voir avec l'intention que j'ai énoncée au départ du voyage, et peut-être même pendant que je suis en exploration, ça se passe quelque chose dans l'espace, un autre participant manifeste, je ne sais pas, des pleurs, des cris, ou il y a, voilà, quelque chose qui ça se passe, comme dans la vie, hein, de pas prévu. Or, moi, après des années, et quand même, je dois dire que probablement ma relation à la nature a fait ça, voilà. Je manque de plein d'autres choses, mais peut-être celle-là, c'est quelque chose qui, ben voilà, qui c'est un trait qui a été présent chez moi depuis longtemps. Donc, je sais facilement voir le lien entre les choses. Et donc, entre l'émotion qui paraît ne pas rien avoir avec l'intention, ce qui se passe et comment ça résonne à l'intérieur, bref, l'expérience avec le cacao dessine une sorte de code
Et ça aussi est une compétence qu'on développe, comment pouvoir, du coup, apprendre à lire le lien entre l'émotion que je ressens, l'intention que j'ai posée, l'événement que ça arrive pendant l'exploration ou tout de suite après. OK? Donc, comme si ce tissu toile composé de plusieurs niveaux, donc l'émotionnel, le circonstanciel euh, et le conceptuel, voilà. Et cet lien amène une information. Et, euh, et ça, l'exploration avec le cacao, comme moi je le facilite et je le vis, vise effectivement aussi à récolter une information. Donc, à élargir la connaissance de soi, si on veut, hein. Et élargir la connaissance de soi, plus ou moins reliée à l'envie de donner vie à un changement. Oh, oui, pour chacun après, cela veut dire une chose ou l'autre. Mais généralement, il y a un désir du départ, le désir de créer quelque chose ou d'alléger quelque chose, voilà. Même un état d'être, hein, de toucher un état d'être. Donc, cette information qu'on reçoit pendant l'expérience avec le cacao, c'est loin d'être la fin du voyage. C'est-à-dire qu'après, il faut l'intégrer. Je crois qu'est aussi terminé le temps où on faisait des expériences, même si magnifiques, exotiques, euh, mais qui en fait, ils n'arrivent pas à s'inscrire après dans le tissu du quotidien à suivre. Donc, qui devient rien, qui ne s'ancre pas voilà, dans continuité. Hmm. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Lire le langage et recevoir, détecter l'information, comment la mener par la suite, la rétisser à la suite. Voilà, déjà pas mal d'informations. Je pense que j'ai deux assistants qui nous aident, l'une à prendre les questions et qui m'envoie via mail, l'autre pour la technique. Merci Aurore pour ta patience parce que on devait tourner les slides, mais voilà, on est parti sur ce qui était vivant, comme je le disais. Donc là, j'arrive à une autre question importante qui c'était, j'essaie de unir deux différentes. L'une, c'était la différence entre le cacao cérémonial, donc celle qu'on appelle cacao sacré, et le chocolat industrialisé. Alors, petite parenthèse, je pense que d'ici à pas si longtemps, je n'utiliserai plus le mot sacré après cacao. Pour une raison, parce que je n'aime pas séparer de quoi qu'il soit dans la réalité ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Je crois qu'il y a une essence qui prend des formes différentes. Et ça vaut de même pour ce qui est né de l'espace sacré dont on parlera tout de suite après. Donc, le cacao cérémonial, du coup, pour se comprendre, au rituel, et le chocolat industrialisé. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Alors, c'est un vaste sujet, donc je vais donner pour contrainte de temps une réponse un peu courte, mais quand même l'essentiel. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, je mets dans ça le cru, le chocolat cru, le cacao cru qu'on trouve dans les magasins bio. Pourquoi ça? Parce que le cacao cérémoniel demande un travail à la main. C'est-à-dire que déjà, il y a une différence dans l'arbre d'origine. Le cacao qu'on utilise pour les cérémonies et pour les rituels, c'est un cacao issu, c'est le fruit du criollo, que c'est à peu près le 5% de la production mondiale. Donc, c'est rare. Et les graines sont tout petites. Et pour produire la pâte du cacao, ces graines, ils vont suivre un processus de torréfaction à très basse température, donc sont à peine rôtis.
qui serait très différente pour le cacao industrialisé, parce qu'on fait la torréfaction avec des machines à haute température, même les petites productions. Donc déjà, on n'est pas le même arbre. Le forastero, qui est celui-là qui est utilisé à la qualité d'arbre dont les graines sont issues pour faire le cacao qui représente le 80% à peu près de la production mondiale, a des graines plus grandes et c'est plus simple à travailler. Le criollo, donc l'arbre de lequel est issu le cérémonial, est fragile. Il faut vraiment que la production soit suivie de près parce qu'elle est très fragile, donc facilement on n'arrive pas à la récolte si on ne le suit pas de près, chose qui n'est pas possible pour des productions plus grandes. Et la torréfaction est un autre élément donc fondamental de la différence. Pourquoi c'est là? Parce que les hautes températures qui sont utilisées pour le chocolat industrialisé tuent les composantes plus précieuses du cacao. Ce qui facilite en fait cet état légèrement modifié, ce qui fait de le cacao un entéogène, et qui sont ces que je vais à vous décrire. Donc, qu'est-ce qui est tué à les hautes températures, qu'est-ce qui disparaît à les hautes températures de la torréfaction par des machines? Déjà, la plupart de la beurre du cacao, et on a besoin qu'elle soit là. Le cacao cérémonial il contient à peu près le 50% du beurre. C'est beaucoup. Et on a besoin qu'il soit là parce que ça aide l'assimilation des composantes bénéfiques du cacao. Parmi ces plein de composantes, le cacao est considéré un des super aliments par l'Institut qui contrôle, on va dire, la nourriture à plus haute bienfait pour le corps physique. Est un des super aliments top de la liste. Donc, pas de contre-indication en consommer quotidiennement. Aucune. Les composants du cacao cérémonial, donc, qui sont effacés dans les hautes températures sont la PA, donc P-E-A, c'est un nom très long et très difficile que je vous laisse vous amuser à trouver, mais est un neurotransmetteur que notre cerveau produit quand nous sommes amoureux. Par exemple, le produit en grande quantité. Notre cerveau le produit tout le temps, mais on va dire on a un pic de la production de cet neurotransmetteur quand nous sommes amoureux. La PIA est contenue dans le cacao et elle est détruite à les hautes températures de la torréfaction du cacao industrialisé. OK? Donc, qu'est-ce que ça provoque la PIA quand, à l'intérieur de nous? Bah, c'est une amphétamine endogène, c'est-à-dire notre corps produit des substances qui sont comme des amphétamines, donc il amène un meilleur l'humeur, facilite la concentration, facilite les processus cognitifs. Donc, il y a de plus en plus d'études scientifiques sur l'action de la PIA pour réduire la dépression. Hein. Donc, et le cacao, clairement, il fait partie de cette étude. Voilà. Donc, perdre la PIA, c'est perdre beaucoup. Ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que le voyage avec le cacao est un voyage nécessairement de joie et de kiff. C'est pas ça. Par contre, prépare le système à pouvoir accueillir cet vivant, quoi qu'il soit, dense, léger, agréable, inconfortable, à pouvoir, donc prépare notre système à le accueillir, chose qui n'est pas facile, plus facilement. Et donc, par là, à réinclure des parties de nous-mêmes plus facilement. Deuxième composant qui est détruit dans les hautes températures est l'anandamine. Autre cannabinoïde endogène, donc une autre sorte d'amphétamine produite par notre corps. C'est la machine parfaite de notre corps qui fait ça et qui est contenue aussi dans le cacao. Et
particulièrement est associé, les effets de cet neurotransmetteur sont associés au principe actif de la marijuana, fonctionne de façon très similaire. Notre corps la produit toute seule, c'est fou. Et bah, ça veut dire que quelque chose en nous, c'est calmer le système, parce que l'effet de l'anandamine, comme du principe actif de la marijuana, est un calmant, un relaxant. Donc, cette anandamine est contenue aussi dans le cacao. Juste pour nommer deux des composants qui ne sont plus là, en fait, dans le chocolat industrialisé. Donc, je n'ai nommé trois. La beurre, qu'est-ce qui permet à tout ça de circuler et d'être assimilé, l'anandamine et la pia. OK? La composante principale du cacao est la théobromine, qui est un stimulant cardiovasculaire. Donc, sollicite beaucoup cette zone, le cacao. C'est pour ça aussi qu'on l'associe à l'ouverture du cœur, autre que, à mon avis, mais ça reste ma perspective, elle opère de façon subtile sous le chakra du cœur. Mais elle ne peut pas l'ouvrir pour nous. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, on a beaucoup parlé. Donc, moi, je pense, hein, je termine sous, et après, je vais vous parler brièvement de la formation. Je termine sous l'espace sacré. Donc, généralement, moi, j'ouvre un espace quand j'anime mes cérémonies. J'ouvre un espace sacré, ça veut dire qu'il y a un rituel qui s'accompagne et qui a donc un moment d'ouverture pendant lequel on pose dans l'espace ce qu'on ressent soutenant pour l'exploration qu'on va à faire. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup invoquer plein de choses qui me parlent à moi, issues surtout de la tradition andine, du chamanisme péruvien, mais pas que. C'est un mélange, un mix qui me parle à moi. Cependant, on n'aurait pas besoin de tout ça. J'en suis pertinemment consciente. Je pense que quelque chose d'extrêmement discret, comme est connecter à un moment l'espace du cœur ou juste sa présence et poser une intention ou alors s'amener dans un espace de volonté de rencontre inclusif avec soi, avec l'autre, donc cette intimité dont on parlait, je pense que c'est largement suffisant. Après, selon les langages spirituels ou autres, et qui nous parlent davantage, avec lesquels nous sommes confortables, on personnalise. Euh, Par rapport à tout ça, ce qui est important de comprendre est qu'il y a autant de façons d'animer avec le cacao que d'être humain et que la puissance du cacao pour moi est celle de faire émerger cette spécificité propre à chacun. Et à l'évidence, cela est déjà un voyage parce qu'on rencontre à tous les étages la peur de ne pas être bien, la peur de ne pas être légitime, la peur de le conditionnement de croire que je suis A alors que je suis B, ou de croire que j'aime ça alors que mon ventre, il me parle plutôt d'autre chose. Peut-être que je suis conditionnée de croire que, d'ailleurs, j'ai fait un exemple qui me concerne, je suis conditionnée de croire que ma voix est vraiment nulle, je ne peux pas absolument chanter dans un espace que j'anime parce qu'il y a grave, parce que voilà. Donc ça, c'est ma vision des choses. Et la rencontre avec le cacao, ça pourrait m'amener exactement dans une expression que je sens surgir spontanée chez moi et que je suis habituée à ne pas croire m'appartenir. Donc, faire, se mettre à l'unisson et voir qu'est-ce qui émerge dans la collaboration, ça va aussi à dessiner la façon propre à chacun d'accompagner. J'ai formé au cacao toutes sortes de praticiens d'approches très différentes, spirituelles et pas, hein, des psychothérapeutes, des sophrologues, des kinés, des ostéos, des artistes, des art thérapeutes, clairement des praticiens chamaniques aussi, des enseignantes du yoga, des accompagnants du féminin qui j'oublie. Voilà, plein d'approches différentes, des constellateurs. Voilà, là, c'est certainement émerveillé, je vous l'écrirai. Donc, en fait, est vaste l'application possible. Et ce n'est pas forcément, ça ne revient pas forcément à amener le chamanisme dans un espace où on ne sent pas
ou une ouverture, un élan vers ça. Et cette inclusivité du cacao, je l'aime beaucoup. Et certes, je tourne à dire, c'est responsabilisant parce que ça veut dire chercher ensemble votre façon de accompagner avec le cacao, qui est vraiment la vôtre. Je ne sais pas si c'est aussi comme ça pour vous, mais je sens que, comment dire, collectivement, quelque chose presse à incarner notre spécificité authentique, comme si le temps pendant lequel ça suffisait de remâcher les mots de quelqu'un d'autre ou de ouais, reproduire le modèle de quelqu'un d'autre ne tiennent plus en fait. Parce que je pense que nous sommes vraiment invités maintenant à amener notre contribution réelle, unique, du coup, spécifique. Et par contribution, j'entends pas forcément accompagner, hein. J'entends incarner soi-même, quoi. Et voilà. Le cacao offre cette opportunité parce que ça ne demande pas de devenir rien d'autre que soi. Par contre, sacré chemin, devenir soi. Voilà, donc je vais vous parler, donc là, qui n'est pas du tout intéressé à écouter par rapport à la formation, je vais en parler brièvement, 3 minutes, peut-être 4, avant d'ouvrir à éventuelles questions que quelqu'un d'autre m'a envoyées et donc les deux assistants. Donc, je vais vous parler de la formation. Ça fait 4 ans que je forme, donc tous les praticiens que je vous ai dit. Et cette fois-ci, on va faire 2 versions en parallèle, mais distinguées. Donc, aux formations en ligne, aux formations en présentiel. J'aime de façon différente les deux. J'ai formé pour la plupart, je pense, en ligne jusqu'à maintenant et ça marche très bien. On va à traverser plusieurs thèmes, nombreux thèmes. Ils seront 3 journées, non 4. 4 journées, plus on a pas mal de choses entre les séances. Donc, il y a beaucoup de invitations à des explorations en solo, en binôme et après en groupe. Et les thèmes qu'on va à toucher. Je prends mon support pour le contenu parce qu'ils sont beaucoup et ma mémoire. Voilà, alors, donc on va à parler de ouvrir, fermer, tenir un cercle sacré. Donc un espace sacré. Comment pouvoir trouver votre façon de faire ça si ça fait du sens pour vous de faire ça. On va explorer les origines du cacao, donc le lien avec des cultures comme les Mayas, les Olmèques, les Aztèques, etc. Et comment on peut intégrer la richesse qui est venue avant en restant libre dans la relation. On va avoir beaucoup plus en détail la différence entre le cacao industrialisé et cérémoniel. On va voir donc de près le processus de fabrication du cacao cérémoniel. On va parler, oui, il était une question par rapport à les contre-indications, justement. On va parler en détail des composantes, des bienfaits, des effets sur le corps physique et des contre-indications. Parce qu'il y en a. On va voir comment préparer le cacao cérémonial, comment se repérer pour distinguer l'une et l'autre. Et après, on rentre dans le langage des plantes enseignantes, comment donc pouvoir assumer cette responsabilité dans le lien et comment pouvoir donc faciliter des autres à rester responsables dans la relation au cacao. Comment pouvoir décrypter cette code, cette langage codé qu'est l'expérience d'exploration avec la plante. On verra des autres choses. On verra ce qui a été mon départ, ma rencontre avec le cacao. Je vous le disais, j'étais au cœur de ma blessure. Donc, on verra le lien entre cacao et blessure. Comment pouvoir accompagner à la rencontre et à la prise de soin des blessures. Et là, on touchera à la question de l'enfant intérieur.
On verra le cacao et les sous-personnalités. Nous sommes composés de personnages différents et la vie va vers la réintégration harmonieuse de ces différentes facettes du soi. On verra la relation entre le cacao et les croyances et leur impact dans notre expérience du réel. On verra le cacao et le féminin, donc pas que les femmes, le yin, le féminin. Donc, quel est le soutien que le cacao apporte à la relation à nos émotions, à notre corps, au plaisir, à la sensualité, à la créativité. Et enfin, on parlera un peu plus profondément du chamanisme, le cacao et le chamanisme. Et voilà. Et on verra tout ça expérientiel. Hein, il y aura des voyages guidés et des invitations à faire des voyages et un compte rendu. C'est pas le cas là, mais je mets à disposition euh, ce qui a été une passion immense. Moi, pour 7 ans, j'ai animé au moins une cérémonie du cacao par semaine non-stop. Et après, il y était les cercles de femmes avec cacao, l'accompagnement individuel avec cacao, les stages, les retraites avec cacao. Donc, a été omniprésent en relation d'amour de ces temps. Donc, je suis heureuse de pouvoir mettre ça à disposition. La version en ligne a le même contenu, c'est seulement un décalage, c'est seulement le décalage d'un jour à l'autre. Donc, je pense qu'on commence le 10 juin avec l'en ligne et le 11 est le présentiel. Le présentiel est sur Paris. Et cette fois-ci, je l'ai fait en Normandie et voilà, on verra par la suite. Et si on manque à une séance, ce n'est pas grave, vous aurez l'enregistrement. Et par contre, je reste à disposition entre toutes les séances. Donc là, l'idée est qu'il ne soit pas seulement les journées qu'on se voit, mais qu'on tisse un chemin ensemble qui va avoir la durée, je pense, pour l'en ligne, on est jusqu'à fin juillet. Donc voilà, 10 juin, fin juillet. Ça, c'est la première partie de la formation et on peut s'arrêter là. Je l'ai appelé les fondements pour voir une différence. Et on voit en cours les thèmes. Après, il y a une deuxième partie optionnelle qui sont l'élan. Et là, on va dans la pratique. Donc là, il y aura des voyages qu'on guide à Tours. Moi, je suis là, je supervisionne, il y a un retour et donc les réajustements par rapport par rapport à la question de c'est quel mon langage, comment moi j'accompagne, qui suis-je en tant qu'accompagnant en fait. Voilà, si je ne suis pas la reproduction de quelque chose et si je ne suis pas les restrictions que je me auto-impose, c'est quelle ma médecine quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et on va le faire de façon expérientielle et il y aura des séances après voilà, de supervision, de feedback et des voyages où je serai là avec vous, j'interviens, je vous redonne la main et voilà, et c'est pour aller dans le concret. Et voilà. Et la deuxième partie, donc, est optionnelle. Quoi d'autre vous dire? Bon, les tarifs, vous allez le voir. C'est la partie fondament est 770 €, possible régler en deux, trois fois. Et on m'écrit, on en discute. Et la deuxième, je pense, 550, la partie optionnelle. Voilà, même tarif pour l'une et l'autre. Alors, on m'a demandé si je vais refaire une formation. Euh, il y a une sortie de livre. J'ai écrit un livre, ça sera publié par Très Daniel, sur le cacao, sur la médecine du cacao et en relation, voilà, ce que j'ai vécu dans ces années, moi, ce que j'ai vu vivre, et il va sortir pendant l'été. Donc, apparemment août ou plus tard en septembre. Donc, à partir de là, je ne sais pas encore quelle forme prendra si la formation. Je pense que oui, hein, mais je n'ai pas de date, je n'ai pas de format, je n'ai rien encore et je verrai par la suite. Voilà, alors je voulais répondre à une question encore. Merci, vous êtes encore tous là, c'est adorable. On est 4 minutes en retard. Donc, je vais
à répondre déjà à une question qui était importante, les contre-indications, pour qu'il y ait déjà dans l'expérimentation personnelle, oui, il y en a. Donc, je réponds brièvement les fondamentales à se souvenir. Problème cardiaque important, donc pas chagrin du cœur comme c'était mon cas, mais problème cardiaque important, ça, on évite le cacao parce qu'il y a quand même un stimulant cardiovasculaire. Donc, si un petit souffle au cœur, moi je l'ai, je ne sais pas s'il existe encore, mais je l'avais quand j'étais petite, et il n'y a pas de contre-indication. Dans le cas qu'on s'en doute, on demande au médecin. Deuxième, en outre contre-indication, la prise d'antidépresseurs. Alors après, là, ça dépend, on ira plus dans le spécifique, ça dépend du dosage, ça dépend des composantes des antidépresseurs, mais en gros, en général, on évite le cacao avec les antidépresseurs. On évite la prise d'alcool et de drogue. On évite de prendre une dose cérémoniale complète. Du dosage, on parlera plus en détail si on est enceinte. Donc, les femmes, pendant cette période, elles décalent de la dose normale à la moitié après 6 mois à un tiers dans les derniers 3 mois. OK? Et pendant l'allaitement, c'est OK si le bébé, il aime le goût, parce qu'il va vous le dire. Il va le recevoir. Et c'est vrai que le cacao cérémonial, c'est assez amer. Voilà, oui, on peut le mélanger à des épices, absolument. Plusieurs, particulièrement la synergie avec la rose est très intéressant, mais aussi avec la vanille. C'était d'ailleurs comme ça qui a été utilisé par les traditions, voilà, par les ancêtres. Protection, dernière question. Est-ce qu'il faut se protéger quand on voyage avec l'esprit de cette plante? Je pense que c'est une question pour tout voyage, voilà, avec à la rencontre de quelque chose qui est un corps, parce que le cacao, on n'oublie pas, oui, c'est un esprit en bois, hein, le cacao, donc c'est quelque chose de très concret. Et certes qu'il existe aussi une dimension subtile, je crois, comme est dans tout le vivant. Donc, personnellement, le thème de la protection, je diffère pas mal comment dire, de la voie chamanique plus répandue. Dans le sens que je crois que souvent, il y a un hyper investissement dans cette dimension, ce qui est issu de la peur. Donc moi, tout ce qui sont des choses de l'ordre de la peur des attaques, c'est assez loin de moi. Voilà. Je crois qu'en fait, euh, on fait l'expérience dans une exploration avec l'esprit d'une plante. Je crois qu'on va reproduire en fait l'expérience qu'on fait avec les êtres humains. C'est-à-dire, si on est quelqu'un de poreux, dont les limites ne sont pas claires, qui a la tendance donc à se mêler à l'autre. Je pense qu'on va faire un peu cette expérience de envahissement de quelque chose ou quelqu'un un peu partout où on va. Donc pour moi, ça ne change pas trop quand on parle des esprits. Personnellement, comment je me protège? Par exemple, après c'est pas forcément l'exemple le plus flagrant parce que moi je suis assez trouillarde. Du coup, par exemple, moi je ferme ma clé même quand je descends à acheter une baguette. Ok? Voilà, c'est ma limite. Et donc la protection que j'adopte, hein, je ferme ma clé. Pendant les voyages dans le subtil, si on peut dire l'analogue, voilà, quelque chose comme me mettre dans une boule de lumière. Moi, j'ai mon petit protocole pour ça, que certainement je pourrais vous partager. Hein. Mais en même temps, ça va vraiment, je crois, avec le système de croyance. Donc, si on a très peur qu'on m'attaque, eh ben, facilement on se sentira attaqué. C'est juste ma vision des choses. Et on fera l'expérience de ça, parce que nous sommes à l'origine de toutes nos expériences. Il n'y a pas pour moi un esprit ni un être qui peut s'imposer sous nous malgré nous. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je suis une trouillarde, du coup facilement je, je vais attirer ça. Donc quel compromis je fais avec ça? Bah, je ferme ma clé. Ça, je trouve, c'est simplement du bon sens. Donc, trouver après votre alternative dans le voyage sans forcément nourrir la paranoïa. Voilà, j'ai dit je ferme ma clé, c'est pas non plus si inusuel. Sans forcément voilà nourrir cette vision de le guerrière de lumière qu'il faut que se batte avec les forces du mal. Je sais que certains dérivent spirituelles, pour moi, hein, dérive. Spirituelles, particulièrement, je l'ai entendu dans le chamanisme, mais je crois qu'ils sont partout. Voilà, moi, je n'adhère vraiment pas à cette vision. Donc, moi, je ne vois pas la réalité comme l'exerce, non, les gens, les guerrières de la lumière contre les guerrières de l'ombre. Je vois rien de tout ça. Pour moi, on a en nous, à l'intérieur, lumière et ombre. Du coup, on peut le trouver à l'extérieur, ça va avec. Parce qu'il n'y a pas vraiment une différence, une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Et je n'ai pas envie de me battre avec mon ombre. Du coup, j'ai pas envie de me battre, même pas avec l'ombre perçue dehors. Certes que je vais préserver. Donc, si je ferme ma clé, comme je disais, ou alors je vais pas me prendre des coups si quelqu'un est en colère et traverse la route. Par contre, je ne vais pas à nourrir une perception de séparation. Ce sont deux choses différentes. Poser une limite, et là je réponds à une autre question, quand quelqu'un dit l'ouverture du cœur, mais alors les limites. Moi, je pense que poser la limite, dire non à ce qui ça va pas ou ça nous va pas, ne s'accompagne pas nécessairement en perception de séparation. Moi le bien, toi le mal, moi la lumière, toi l'ombre. Euh, non, on peut dire non, je donne un stop et en même temps, quand je veux, si je veux, accéder au niveau où en fait je sais que moi et toi paraissons très séparés, nous apparons séparés, mais qu'en réalité, je t'invite dans mon expérience, je magnétise ta présence dans mon expérience et vice-versa, et qu'on a quelque chose en commun qui nous amène dans un espace-temps. Donc voilà, moi je vois plutôt ça. On a quelque chose en commun qui nous amène dans un espace-temps et on a quelque chose en commun à niveau de notre essence. Parce que celle-là n'est pas deux, c'est un, pour moi. Et donc voilà, toutes sortes de les attaques, les batailles avec l'ombre, voilà, tout ça, vraiment, ça me parle, mais alors pas du tout. Mais on peut fermer à clé. On peut donner un stop au besoin. Alors, je ne sais pas s'il y a une toute dernière question à laquelle je pourrais répondre. Je commence entre-temps à vous dire déjà merci infiniment pour votre présence ici. Et merci pour vous intéresser à tout ça. Merci pour être des êtres qui sont intéressés à tourner le regard et à les connaître. Cet être humain qui nous accompagne au voyage pour éventuellement, du coup, être plus disposé à rencontrer l'autre aussi. Merci pour être intéressé ben, à la Terre, hein, à l'amour qu'elle offre d'une infinité de formes. Et merci pour avoir pris le temps de m'écouter 1 heure et quart. On a débordé, ça arrive souvent aussi au présentiel. Voilà, mais je me sens vraiment profondément reconnaissante et très euh, vibrante de reliance, de connexion. Donc voilà, moi je pense que vous allez recevoir le replay pour qui veut et qui veut me contacter, les infos par rapport à la formation, etc. Vous allez trouver tout. Vous avez mon mail déjà. Il y aura mon site et les détails. Et voilà, je ne voudrais pas arrêter ici, mais je pense qu'il faut. Et donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une merveilleuse soirée et j'espère de vous rencontrer bientôt d'une façon ou de l'autre. Et bon chemin à vous tous. Ciao, merci.